d'abord, il faut qu'on s'entende. Hein. Moi, j'ai été recteur pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, l'université a tiré dans une même direction. Pourquoi? Parce qu'avant de démarrer, on s'est entendu sur quelle est la vision. Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre. Et nous, comme moi j'étais issu du syndicat, dès ma nomination, on a fait, nous inspirant des conclusions de la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, nous avions fait un plan de travail qu'on avait organisé au niveau de 6 paramètres, de la qualité, de la pertinence, du financement, de la coopération, de l'Internet et de la communication, et le 6e axe, c'était les étudiants. Et on a fait le tour de l'université. Chaque établissement, les gens ont rajouté des choses, retranché des choses. Après cela, on a rencontré tous les partenaires sociaux, y compris les étudiants. Et on a fait la synthèse de tout cela pour présenter ça comme vision-action à l'Assemblée de l'université, et c'était notre tableau de bord. Et on a institué une rencontre annuelle à l'Assemblée de l'université où toute l'université rencontre sur ce que nous faisons. Il y avait des difficultés, il y avait des grèves, mais jamais les gens ne se sont opposés sur les orientations, parce que les orientations étaient partagées. Et ce que, dans un ouvrage à venir, je partage comment est-ce qu'on fait les plans stratégiques des universités, comment est-ce que les universités doivent créer un consensus en leur sein pour aller dans la même direction. Mais ça ne doit pas concerner que l'université, ça doit concerner aussi la société, ça doit concerner les donneurs d'ordre, ça doit concerner les diplômés du système. Ici, les diplômés du système, une fois diplômés, ne reviennent plus dans le système. Or, ce sont nos meilleurs atouts dans la société. Aux États-Unis, aujourd'hui, si avant les fondations étaient financées par l'industrie, aujourd'hui, ce sont les diplômés, les alumni qui financent les universités. Obama s'est inspiré de ce modèle pour financer sa campagne, ses 2 campagnes. C'était $50 par Américain. Et si vous vouliez donner $100, on vous dit attendez. Et il a mobilisé énormément de ressources. Aujourd'hui, au niveau de l'Université de Dakar, on a mis en place la fondation en 2009. Je suis retourné et chaque mardi, on a réunion pour la fondation UCAD. On a formé plus de 100 000 diplômés. Si 10% seulement étaient mobilisés, c'est 10 000. Si chacun donne 100 000 francs par an, moins de 10 000 francs par mois, c'est 1 milliard. Donc, il faut qu'on puisse s'entendre sur les orientations, s'accorder sur une base minimale, que tout le monde se mobilise pour atteindre ses objectifs et qu'on vérifie que ces objectifs sont atteints et que les gens rendent compte et qu'on améliore au fur et à mesure. Il est faux de dire que le plan est exécuté tel qu'il est pensé. Le plan se heurte toujours à des résistances, à des choses non prévues qu'il faut surmonter en réalisant le plan. Donc, ce n'est pas de s'asseoir et de penser que ça va venir du ciel. Non, il faut un leadership. Et on dit que quand la résultante des forces en présence ne crée pas une dynamique, c'est les leaders qui viennent et qui changent les choses. Malheureusement, pour beaucoup, on a ces problèmes de leadership, mais il faut agir sur plusieurs paramètres. Et il faut arriver à coordonner tout cela. Il faut arriver à responsabiliser les directeurs. Il faut arriver à suivre ce qu'ils font. Il faut arriver à écouter la communauté et à tenir compte des dynamiques à l'intérieur de la communauté. C'est un travail extrêmement harassant, extrêmement difficile, mais un travail qui, si on ne le fait pas, on ne pourra jamais s'en sortir. Et ça concerne tout le monde. D'abord, il faut que les universités puissent tirer le maximum de l'État par les fonds publics. On en voit 3 niveaux. D'abord, la contribution de l'État. Pour que l'État contribue, il faut un corps à corps avec l'État. Il faut en permanence informer l'État des résultats qu'on a.
informer l'État des besoins qu'on a, des contraintes. Comment l'État, quand l'université avance, en tire profit. Deuxièmement, c'est les contributions des collectivités locales. Je me suis battu et j'ai échoué à ce niveau-là pour que la ville de Dakar donne au moins 10% de son budget à l'université de Dakar. Mais nos publications portent loin le nom de Dakar. Toutes les activités que nous faisons ici injectent de l'argent à Dakar. Non, 100 000 étudiants, mais font tourner l'économie de Dakar. Donc en retour, ce n'est que justice que la ville de Dakar nous donne 10%. Mais les communautés locales n'ont pas encore compris cela. Et troisièmement, c'est que l'État doit aider à la dotation initiale de la fondation UCAD. Par exemple, l'État met 10 milliards, mais on ne touche pas à ces 10 milliards. C'est le Endowment Fund. On touche les intérêts des 10%. Donc à 3 niveaux. Donc vous avez les fonds publics. Vous avez les ressources internes, c'est-à-dire les frais d'inscription des étudiants, les droits d'inscription pédagogique par semestre, la formation continue, la formation à la carte, les revenus du patrimoine et la vente d'expertise. Et demain, la vente de brevets, etc. Quand je suis arrivé à l'université de Dakar, bon, la première chose qu'on m'a dit, c'est que j'ai 8 millions et que je donne le numéro de mon compte. Je dis, mais c'est pas possible, moi ça fait plus de 25 ans que j'enseigne ici, on m'a toujours payé dans mon compte, pourquoi on me demande mon compte? C'était l'argent de la fonction de service qui était venu et on voulait donner la part du recteur, la moitié. Ça n'appartient pas au recteur, ça appartient au rectorat. Pour vous donner une idée du volume de cet argent-là, de juillet 2003 à décembre 2003, 100 millions sont passés dans ce compte-là que j'ai fait ouvert. Si les leaders de l'enseignement supérieur n'ont pas une haute probité morale, on n'avancera pas. Une haute probité éthique. Et pourtant, à ce moment-là, je construisais, je n'avais même pas de ciment, suffisamment de ciment. Donc, les ressources internes, et quand on a... Et c'est pour cela qu'il faut doter les universités des meilleures infrastructures. Si vous regardez les débats, quand il y a élection présidentielle aux États-Unis, ça se passe où? Dans les universités, parce que les universités ont des infrastructures. Vous pensez que l'université met ça gracieusement à la disposition des gens? L'université loue ça. Et quand on a construit le centre de conférence, on a commencé à louer, y compris aux membres de la communauté, l'accès à cela pour maintenir les standards. Ceux qui pouvaient payer, payent. Ceux qui ne pouvaient pas payer sont sponsorisés par le rectorat. Troisièmement, c'est les ressources externes. C'est tout ce qui est bailleur de fonds. Les gens ne le savent pas. Les fonds compétitifs et la coopération. Je vous donne 2 exemples. Le centre médico-social, qui est l'embryon de la polyclinique universitaire, a été financé à hauteur de 350 millions par la coopération turque. Le réseau informatique de l'université de Dakar, au départ, a été financé par la coopération française. Et on a eu un grand gâchis de notre coopération avec l'Italie, des milliards d'argent qui n'ont pas été utilisés à bon escient. Et les fonds de recherche compétitifs. Les collègues sénégalais gagnent 1 à 2 milliards de fonds compétitifs par an. Avant qu'on arrive au rectorat, les gens mettaient l'argent dans leur compte. Quand on est arrivé, on a tout asséché. L'argent de l'université doit être dans les comptes de l'université. Et les enseignants qui gagnent ces fonds compétitifs donnent les instructions pour qu'on les décaisse. Et après, l'université est à même de rendre compte de l'utilisation de l'argent. Tout est centralisé au niveau de la coopération. Il y a des choses, on est arrivé à les faire, c'est resté. Il y en a d'autres, malheureusement, quand on est parti, les gens ont relâché la pression. Donc, il y a les partenariats, mais surtout, ce qui est le plus prometteur, c'est la fondation. La fondation de l'université, c'est-à-dire que comment est-ce que les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, peuvent aider au financement de l'université, contribuer au financement et dire le desiderata. Quand on a créé la fondation, sur les 17 membres, seuls 2 étaient académiques.
Tous les 15 autres étaient en dehors de l'université et représentaient des segments de la société. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Là, on voit 4 axes. D'abord, la contribution des diplômés amis. Je viens de vous indiquer que je suis retourné à la fondation et on vise 10 000 et on vise 1 milliard par année. Si on a 1 milliard par année, on peut faire ce qu'on veut. Deuxièmement, c'est les entreprises et les industries. Là, on ne va pas aller très loin, hein, parce qu'il n'y en a presque pas. C'est difficile. Bien qu'on a pris des industriels qui sont dans le boat et qui contribuent. Ahmed Amar, pour ne pas le citer, a donné 10 millions. Il peut donner plus. Les revenus du fonds de placement, j'avais dit qu'il faut qu'on fasse un endowment fund. Et si on fait un endowment fund, chaque année, ça génère des bénéfices. Quand il y a eu les subprimes, la crise des subprimes, beaucoup de fondations américaines ont perdu beaucoup d'argent. Parce qu'au lieu de laisser l'argent dans la banque, on met dans les fonds de placement. Et les fonds de placement, c'est des capitaux à risque. Tu peux gagner beaucoup d'argent comme tu peux perdre. Et après, il y a les grands projets. Donc, il y a 4 axes stratégiques pour avoir des ressources. Et c'est ce qui est le plus prometteur pour capter de l'argent. Mais faire une fondation veut dire que la plus grande niche, c'est les étudiants. Donc, nous devons avoir une attention particulière à l'endroit des étudiants au moment de leur formation. Aujourd'hui, si moi je peux solliciter beaucoup d'étudiants, c'est parce qu'étant enseignant, j'ai tout fait pour qu'ils réussissent, mais j'ai été très exigeant vis-à-vis d'eux. Et en milieu de travail, ils se rendent compte que l'exigence dont je faisais montre les sert pour qu'ils puissent bien travailler et s'en sortir et briller. Et ils te reconnaissent cela et ils te respectent. Il faut que les collègues sachent que l'or qu'on a dans l'enseignement supérieur, c'est les apprenants. C'est les aider à réussir. C'est les aider à s'orienter. Et c'est la raison pour laquelle il faut que dans les universités, qu'on développe des bureaux d'information, d'orientation et de réorientation. Assez souvent, quand on est au lycée, on pense qu'on peut faire telle chose. Mais on se rend compte un semestre après qu'on ne peut pas le faire. Avec la réforme LMD, il devrait être possible de faire changer les choses et de développer beaucoup ces choses-là. Il faut que les enseignants du supérieur, ce sont les meilleurs atouts pour demander de l'argent et rapporter de l'argent. D'ailleurs, aux États-Unis, vous n'êtes pas pris titulaire. Vous êtes pris et vous êtes titularisé en fonction de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la recherche. Vous produisez dans la recherche. Le deuxième paramètre, c'est votre rapport avec les étudiants. Est-ce que vous transmettez bien le savoir? Le troisième paramètre, c'est est-ce que vous amenez de l'argent? C'est-à-dire, vous amenez de l'argent par les fonds compétitifs ou vous amenez de l'argent parce que beaucoup d'étudiants vous suivent et participent au fond de la fondation. Voici les 3 paramètres qui permettent d'être recruté ou de ne pas être recruté. Il faut qu'on aille dans cette direction. Et 4e paramètre, c'est l'environnement bancaire. Les universités, l'université peut créer ses comptes, mais les universités peuvent prendre des crédits. Nous, ici, on a pris 2 crédits, mais qui ne sont pas gagés sur les fonds de l'État, qui sont gagés sur les fonds que nous produisons nous-mêmes et qui se répètent dans la durée. Nous avons pris un crédit pour faire l'immeuble de l'école supérieure polytechnique et rééquiper les laboratoires, 1,4 milliard. Et tout le bâtiment de IFAS, c'est 2 crédits. On a fait un crédit pour faire la première partie et un autre crédit pour faire la deuxième partie, mais c'est gagé sur les recettes de la formation continue. Et formation continue, maintenant qui est formation payante, hein, disons les choses comme c'est. Hein, et ça, c'est un autre gros problème. Quand on a fait la réforme LMD, on a inventé beaucoup de filières, mais les collègues les mettent dans la formation payante. Là aussi, pour une université publique, je crois qu'il faut qu'on puisse voir les choses. Deuxièmement, c'est les enseignants peuvent mettre leur compte dans les banques et avoir des crédits préférentiels. Est-ce que vous savez que ça existe depuis longtemps? Et c'est le fait du SAES. Quand on était au SAES, après attention favorable au niveau de l'ambassade de France pour les visas, on s'est attaqué
au crédit aux enseignants à des taux préférentiels. Et on l'a eu d'abord à la BICIS, la Société Générale a repris l'accord et d'autres banques ont repris l'accord. Mais là où c'est plus énorme et il est possible de le faire, c'est la bancarisation des étudiants. C'est quand EcoBank était venu me voir pour avoir l'environnement des autres banques que je l'ai indiqué que la plus grosse niche, ce n'était pas les enseignants ni le personnel, c'est les étudiants. Et EcoBank a travaillé sur la question de telle sorte que quand le gouvernement a fait l'appel d'offres, EcoBank était mieux préparé. Mais au-delà de la bancarisation des étudiants, il faut mettre en place un dispositif de crédit aux étudiants. Beaucoup d'étudiants échouent à Dakar par absence de moyens. Les gens échouent ici, ils vont en France, aux États-Unis, ils réussissent. 9 fois sur 10, c'est à cause des conditions sociales. Et si l'enseignement supérieur était pour une petite minorité à qui on pouvait donner des bourses, aujourd'hui, avec l'explosion des effectifs, il est impossible de donner des bourses à tout le monde. Et d'ailleurs, on ne donne pas des bourses à tout le monde. On donne des aides. Les aides ne mènent nulle part. 75 000 francs par an, qu'est-ce que vous faites? 7 500 par mois. Il faut être sérieux. Il faut mettre en place un dispositif de crédit aux étudiants. Et nous avons proposé une banque éducative. Et la banque éducative peut beaucoup aider. Mais aussi, en même temps qu'on met en place la banque éducative, il faut qu'on mette en place une fondation africaine pour la recherche, l'innovation et la mobilité. Les fonds compétitifs qu'on gagne là, on les gagne au niveau international. Mais au niveau international, ils ont leur agenda de recherche en fonction de leurs propres problématiques. Nous, en Afrique, on a d'autres problématiques. Mais pour entrer dans cela, il faut qu'on prenne les règles. Nous, on n'a qu'à créer notre propre fonds. Pour vous donner une idée des enjeux, la National Science Foundation des États-Unis avait un budget en 2014 de 7 500 milliards de dollars américains. Et ça représentait que 20% du fonds de recherche des États-Unis. Nous avons proposé la Fondation africaine pour la recherche, l'innovation et la mobilité, qui est financée, on parle de développement durable, c'est-à-dire utiliser les ressources naturelles d'aujourd'hui en tenant compte des intérêts des générations à venir. La meilleure façon de le faire, c'est de prendre une partie de l'argent et de l'investir dans l'imaginaire, dans la construction intellectuelle. Mettre 2 à 5% du produit de la vente des ressources naturelles dans la fondation. Entre autres éléments, ça fait des billions et des billions. Et à partir de cet instant, l'Afrique, tout en levant les frontières, tout en absorbant la diaspora, peut en 10-20 ans rattraper les autres. Mais il faut qu'on prenne des mesures stratégiques et il faut qu'on avance. Donc voilà une matrice d'action qu'on partage avec les uns et les autres. Ce n'est pas abstrait. L'Université de Dakar a fait la plupart de ces choses-là. Et partout où je vais dans les universités, dans les pays africains, dans les universités africaines, je leur explique ce modèle-là. Une fois qu'on a fait ça, c'est capter l'argent. Capter l'argent, ça ne suffit pas. Capter l'argent, il faut utiliser l'argent de façon optimale. Et pour utiliser l'argent de façon optimale, c'est à partir du SAES qu'on a compris qu'il fallait faire des conférences budgétaires. C'est-à-dire que chaque établissement et l'université se dit quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités des priorités. Quand j'ai été doyen de la fac de sciences ici, quand on a commencé la conférence budgétaire, je n'en savais rien du tout de cela. J'ai demandé à Saint-Louis comment ça se passait, ils m'ont donné la méthodologie. J'ai dit, ok, recensons tous les besoins. Plaçons les besoins par priorité. Ma priorité des priorités, c'était les technologies. C'était de vasculariser le signal Internet dans tous les bureaux. Mais je ne pouvais pas le faire. Parce que l'étanchéité ne marchait pas. Donc il faut faire l'étanchéité avant de faire ça. Donc c'est la conférence budgétaire qui indique quelles sont les surpriorités. Et on les traite progressivement. C'est de traiter donc le budget à partir de logiciel de gestion. La gestion manuelle ne donne pas une visibilité rapide. Il faut un logiciel. C'est exploiter à fond la concurrence. Mais là aussi, si vous exploitez à fond la concurrence et l'argent n'est pas liquide, les gens augmentent les coûts.
Et c'est anticiper sur les besoins. Et c'est mettre en place un dispositif de reddition des comptes. Quand vous avez fini une année scolaire, vous dites, OK, voilà le budget, voilà comment il a été orienté, voilà comment il est dépensé, voilà les résultats que ça a produit, voilà les difficultés que j'ai rencontrées. Et on apprend de ces leçons et on avance. Donc, ce n'est plus une administration universitaire qu'il faut. C'est un management universitaire qu'il faut. Et on a besoin de leaders capables de manager les universités et de s'y engager à fond. Et nous, quand les gens rendaient compte à l'Assemblée de l'université, certains ne prenaient pas la précaution de valider leur compte rendu dans leur établissement. Nous, ça ne nous gênait pas. On mettait le compte rendu, le PowerPoint immédiatement sur le web. Et toute la communauté nationale, mondiale, tout le monde voyait ce qui se faisait dans chaque établissement. Et la tension qu'on avait pu mettre à l'université, c'est que tout le monde travaillait pour que le jour du compte rendu, que tu sois à l'aise, que tu puisses dire des choses. Que tu vois que d'autres, à côté, avec 0 franc comme budget, les écoles et instituts, certains instituts, 0 franc comme budget, mobilisaient beaucoup d'argent, l'utilisaient normalement et faisaient ce qu'on voulait qu'on fasse. Voilà comment on travaille au niveau des universités. Et il est possible en Afrique de le faire, sauf que il faut, d'une part, que la communauté accompagne, que ce qui est dérivant et déterminant, c'est qu'il y ait des enseignants engagés, qu'il y ait des enseignants formés à cela. Moi, j'ai eu la chance, je suis passé par le syndicat. J'ai eu la formation par le syndicat. Je regrette. Ce n'est pas en sortant de son laboratoire, en manipulant des éprouvettes, qu'on va manager l'université comme il se doit. Je regrette. Ce n'est pas comme ça qu'on va connaître les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on connaît les autres disciplines et leurs problèmes. J'ai été recteur, j'avais un grand projet, c'était un centre de mesure qu'on a porté avant qu'on soit recteur. J'aurais pu profiter de ma position de recteur pour faire régler le centre de mesure rapidement. Mais j'ai tenu compte des besoins des autres pour avancer. Et c'est mieux que maintenant qu'on continue à se battre pour équiper le centre de mesure. Il faut de grands managers, des gens visionnaires, des gens qui se battent beaucoup. Et quand je suis sorti du rectorat, quand j'ai écrit le livre sur les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, le cas de l'UCAD, un Canadien m'a rencontré. Je lui ai dit, il faut lire le livre avant qu'on se rencontre. Quand on s'est rencontré, il me dit, posons tout par terre, dites-moi, est-ce que vous dormiez quand vous étiez recteur? J'ai dit, naturellement, je dormais, mais je pensais toujours à l'université. Il faut qu'on se batte. Il est possible de transformer les choses, mais c'est énormément de travail, c'est énormément de sacrifices. Mais il faut qu'on l'explique aux uns et aux autres. L'université a comme fonction de répondre aux besoins de sa société. Tous les membres de la société doivent savoir, quand ils ont un point de crispation, que la réponse peut se trouver à l'université. Ou que l'université peut en faire sa problématique de recherche et apporter une réponse en fonction de ce que la science dit. Mais il faut que toute la société le sache, y compris d'abord le gouvernement. Le gouvernement du Sénégal, aucun gouvernement du Sénégal n'a exploité à 20% le potentiel scientifique dans les universités sénégalaises. Aucun. Ne parlons pas de la société qui ne connaît pas l'université. Quand j'ai vulgarisé le livre sur les mutations, un paysan m'a appelé de Touba. Il m'a dit, moi, je veux créer un champ industriel, etc. Tu as dit que l'université peut accompagner. Je lui dis, oui, je peux t'indiquer où est-ce que tu peux aller pour que tu sois accompagné. Ce que je te demande seulement, c'est d'être correct avec les étudiants qui vont t'accompagner et dans la durée, vous allez transformer les choses. Et je lui ai indiqué la licence en agriculture et commercialisation. Et cette licence en agriculture et commercialisation, on l'a benchmarkée de Michigan State University. Il faut voir partout dans le monde ce qui se fait de mieux et on fait le raccourci. Vous avez parlé des technologies. Est-ce que vous saviez que à la fac de sciences et techniques, ici, il y a une filière en informatique où on forme des thèses en informatique avec des publications dans les revues abstractées. Ou en mathématiques, on fait de la cryptographie. Et dès qu'on a dit qu'on faisait de la cryptographie, les premiers à accourir, c'était la présidence de la République. Pour dire que c'est un domaine réservé, on a pu gérer, on a formé. Il n'y a pas une filière de formation dans le monde que les Sénégalais ne puissent pas mettre en place. Aujourd'hui, on parle de pétrole, on aurait dû appeler l'université.
il y a beaucoup de collègues du département de chimie qui ont fait pétrochimie en Algérie et qui après ont continué parce qu'il n'y avait pas de débouché en pétrole, en métier du pétrole au Sénégal. Et qui ont fait la thèse et qui sont ici au département de chimie. On les ignore. Donc en fait, hier j'ai été visiter un monsieur. Sa maison, tout est en énergie solaire. Tout. Moi je vais vous donner l'adresse, si vous voulez, vous allez faire un reportage sur lui. Tout fonctionne à l'énergie solaire. Quand le Sénégal veut travailler sur ces questions, la personne est ignorée alors qu'il est invité même aux États-Unis pour faire des présentations. Comment voulez-vous? Moi, aujourd'hui, j'ai inspiré et mis en place toutes les réformes qui se font dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Le Sénégal ne m'utilise pas. C'est d'autres pays qui m'utilisent. Mais c'est tant mieux. On s'enseignera mutuellement, en se combattant les uns les autres. Mais je regrette, on n'avancera pas. Voilà les problèmes auxquels on fait face. Mais peut-être votre génération, avec le travail que vous faites, pourra progressivement expliquer ce qu'est l'enseignement supérieur. Qu'on ne vienne plus à l'enseignement supérieur en tant qu'étudiant en disant que c'est fini. Non. Qu'on vienne pour savoir qu'on peut ouvrir toutes les portes en fonction du travail. Quand j'étais doyen ici, on faisait des amphis de rentrée et j'expliquais aux étudiants qu'est-ce que c'est que l'université et qu'il faut se battre, il faut manipuler les concepts et on les retient. Et après, on peut être tout ce qu'on veut. Ici, moi, j'ai fait toutes mes formations à l'Université de Dakar. J'ai eu que des diplômes à l'Université de Dakar. J'ai fait un postdoc, c'est vrai, en Italie. J'allais en Italie, c'était mon labo de travail. Mais tous mes diplômes, c'est des diplômes d'ici. Beaucoup de mes promotionnaires ont tous les emplois possibles, de pilote d'avion à ingénieur génie civil, ingénieur génie hydraulique, tout. Une fois que tu as la base mathématique, tu peux faire ce que tu veux. Voilà les problèmes tels que ça se pose aujourd'hui. Et j'espère avec ce que vous faites, les informations que vous partagez, que progressivement, nous allons internaliser l'éducation, internaliser l'enseignement supérieur et l'utiliser à bon escient pour que nos pays s'en sortent.